de karting, c'est Isabelle Fleury. On sait qu'il y a deux filles qui marchent très fort en karting en France. Il y a Isabelle Fleury, il y a Virginie Barandon et il y a Marie Hirt évidemment qui est plus jeune et dont on vous avait déjà abondamment parlé l'an dernier lors de cette même soirée sur Paris Première. Eh bien Isabelle Fleury est là, présente dans cette finale. Johan Beno, lui, est également français et il va s'élancer de l'intérieur de la 6e ligne et il sera précisément à côté de Isabelle Fleury. Alors que notre ami Richard Micou est en train de donner ses conseils avisés sur la grille de départ. Eh bien, nous sommes à quelques secondes du véritable coup d'envoi de cette soirée, mais également de ce week-end, car il faut rappeler que Bercy dure sur 2 jours. Et c'est vrai qu'on est en train de jeter un coup d'œil circulaire sur la salle et on s'aperçoit, Patrick, que c'est pratiquement plein. Il y a un petit peu de vide là-haut, mais sinon c'est pratiquement plein, il y a du monde. Ça prouve qu'on peut réussir à maintenir l'intérêt malgré des forfaits de marque comme ceux de Michael Schumacher, Mika Hakkinen ou alors encore plus récemment, pas plus tard qu'hier, Alessandro Zanardi. Oui, je pense que l'effet moto a joué. L'effet moto a joué, c'est évident. Et pour revenir à ces grilles de karting et à la présence des féminines, on faisait un petit coucou à Marie Hirt. Marie Hirt, cette année, je voulais le signaler, on a créé à la Fédération de karting un championnat de France féminin. Elle a gagné. Elle a gagné, c'est un point d'honneur à le gagner. Et je pense que Marie, ce jour-là, a encore gravi un point supplémentaire. Et l'an prochain, on la retrouvera en Formule 1, au championnat d'Europe, au championnat du monde. Marie est la valeur montante. Et je pense que les filles en sport automobile, c'est important. Notre confrère échappement vient d'élire Mélanie Casani espoir de l'année. Ah oui, ça c'est tout à fait extraordinaire. C'est la première fois qu'une femme est élue espoir de l'année par la revue échappement de notre ami William Pack. Alors que c'est parti pour le tour de chauffe. Le tour de chauffe de cette première épreuve de la soirée. Marie Hirt, dont vous aurez compris que Patrick Damary avait pour elle une tendresse particulière. Absolument. Absolument. Donc ce tour de chauffe qui est mené tambour battant avec déjà... Ouais, mais des problèmes pour Johan Beno qui est au ralenti sur la piste. Alors que les pilotes de tête sont en panne. Isabelle Fleury est en panne, elle n'a pas démarré. Ah là là, Isabelle est en panne et Johan Beno est en panne aussi, il s'est arrêté. Oui, voilà Isabelle. D'embrayage, de surchauffe d'embrayage. Voilà Isabelle et dans la ligne droite là-bas, eh bien on a Johan Beno, vous voyez. Alors Alonso Diaz a pris la tête devant Yann Helen. Voilà, c'est parti. Voilà. Les drapeaux jaunes sont agités. Et l'homme qui avait réussi la pole s'était lancé en tête. Il s'agit donc de cet Espagnol Alonso Diaz en tête devant Yann Helen. Les deux hommes qui avaient signé les 2 meilleurs temps. Pour l'instant, la hiérarchie de la grille est complètement respectée puisqu'on trouve en 3e position l'Italien Cesetti. Et en 4e position, Giorgio Pantano. Côté français, un bon départ de Romuald Battard qui pointe en 9e position. Je pense que c'est important pour lui. Il est juste devant Belecchi qui a gagné cette année l'Eurocup. Bon là, ça a un petit peu changé. Je crois que Belecchi a bien remonté. Il est 9e. Alors Alonso Diaz, Hélène, Cesetti, Courtenay, Pantano, Klosterman, Palmieri, Villander, Belecchi 9e, Battard 10e, Hervé Fort, Engels et Laz. Et malheureusement, Isabelle Fleury et Johan Beno n'ont pas continué. Isabelle est partie. Si, Isabelle est repartie. Elle vient, vous ne l'avez pas vue à l'antenne, mais elle vient de repasser devant nous. Isabelle Fleury est revenue dans la course, mais très loin. Hein. Voilà. Alonso Diaz a pris un petit peu l'avantage et maintenant Jeanne Helen est menacée par Cesetti et Courtenay revient un petit peu sur lui. Oui, le 14, Helen est vraiment menacée par Cesetti, le numéro 5. Oui, on a les images. Ouais, on a 3 hommes groupés en 1 seconde et demie. Cesetti, Courtenay et Pantano. Le premier français, c'est Romuald Battard qui apparaît à la 10e place. Alors que devant, eh bien, Alonso est en train de... Regardez, Isabelle s'arrête définitivement là. L'abandon définitif. Ouais, abandon définitif pour Isabelle Fleury. Non, elle repart, mais enfin elle repart avec un tour de retard. Jean-Hélène n'est pas très bien en ce début de course. S'il a réglé son châssis pour être bien dans la distance, je pense qu'il va prendre de l'air, il va se libérer et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Cesetti se fait moins menaçant. Ouais. Oui, enfin, il est quand même assez menaçant. Regardez-le là, dans l'épingle gauche. Oui. Il est très près de Hélène et regardez, Hélène est en difficulté. Hein. Il survire beaucoup, il glisse énormément. Bercy, c'est un sprint. Les pilotes de kart ont l'habitude de plus en plus à des courses de moyenne distance, voire de longue distance en finale. Et ce sprint, il faut régler la machine d'une certaine façon. Et c'est pas évident d'être bien. Jeanne Hélène, c'est la première année qu'il fait Bercy. Comme Alonso, comme Cesetti, c'est des gens qui... C'est vraiment
le blé qui lève du karting français, du karting mondial, pardon, excusez-moi. Et le problème aussi, c'est qu'il n'est pas facile de dépasser ici. Non, c'est pas facile. Il y a en fait un ou deux endroits où il est possible de dépasser au freinage de l'épingle dans les coursives du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas facile de trouver un endroit où dépasser ici. Alors un petit point, c'est Alonso qui est assez tranquille. Et puis deux duels. Hélène menacée par Sassetti. Et puis une petite seconde derrière, Courtenay menacé par Pantano. Pantano qui porte le numéro 27 et qui est de plus en plus pressant. On le voit derrière le 17. Là. Alors que Hervé Fort vient de passer en 10e position devant Romuald Batard. Alors il faut faire un petit effort, Hervé, parce que les 9 premiers accèdent à la finale. Hervé est 10e. Le voilà, on les voit là, Hervé Fort. Merci Jean-Louis, on les voit, Hervé Fort et Romuald Batard. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils se battent effectivement pour la dernière place qualificative. Donc il y en a un des deux qui va passer à la trappe. Hein, non, je pense qu'on prend les 9 premiers, donc ils sont juste après. Oui, je dis n'importe quoi. Non, jamais. Alors là, Pantano, vraiment, le numéro 27, fait vraiment la pression sur Courtenay. Parce qu'il faut savoir que la place d'arrivée sera la place de la grille, c'est-à-dire le quatrième partira simplement en quatrième ligne. C'est fait. Alonso, Hélène, Sassetti, Courtenay, Pantano, Klosterman, Palmieri, Villander et Bielecki sont qualifiés. Fort, il va falloir attendre. Fort peut-être repêché, mais il n'est pas qualifié. Voilà, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Patrick, c'est quand même un résultat d'ensemble assez moyen pour les kartmen français. Puisque pour l'instant, bon, effectivement, Hervé Fort sera peut-être pêché. Mais pour l'instant, eh bien, dans ces 9 qualifiés d'office pour la finale, il n'y a pas de Français. Hein, on a beau regarder, on n'en trouve pas. Hein. Par contre, j'ai bon espoir pour la course 2 puisque Ludovic Vev a signé la pole position. Donc ouais. on va, je pense, avoir des Français en finale. Ouais, mais ça, ce sera tout à l'heure. Tout à l'heure, hein, voilà. Parce mais que soyons toujours positifs. C'est aussi voilà, le classement donc, de cette première demi-finale. Avec la victoire sans bavure de Alonso avec une seconde d'avance, 8/10 sur Hélène. Sassetti 3e, Courtenay 4e, Pantano 5e, 6e Klosterman, 7e Palmieri, 8e Villander, 9e Bielecki. Et juste à la porte de la qualification, eh bien, on trouve Hervé Fort 10e. Quant à Romuald Batard, eh bien, il a perdu une place en fin de course et il termine finalement à la 12e place. Il s'est fait dépasser par Lazé, Isabelle Fleury, terminant évidemment dernière. On revoit au ralenti quelques-unes des plus belles actions et notamment cette bagarre entre Bielecki et Villander qui aurait pu mal se terminer, et puis cette bagarre entre Lazé et Engels, c'était en début de course. Le Belge Philippe Klosterman s'est lancé donc en 9e position, il termine 6e. C'est le seul qui a chamboulé l'ordre puisqu'on retrouve autrement les gens dans l'ordre des chronos. Voilà, alors ça s'enchaîne très vite ici à Bercy, Patrick, et on passe à tout à fait autre chose maintenant, puisqu'on va passer au pilote de moto. Alors là, ça va quand même être un spectacle. Bon, faut pas se tromper, hein, ça va beaucoup moins vite, même si visuellement ça ne va pas vous apparaître flagrant, ça va moins vite quand même que les autres. Et là, on a une grille de départ qui est intéressante avec en pole position un tout jeune garçon qui s'appelle Marco Melandri, qui courait cette année dans le championnat du monde 125, c'est Mick Doohan, hein, évidemment, avec le numéro 1. Quadruple champion du monde, 500 cm3. Il a signé le 2e temps des essais. Il va s'élancer donc de la première ligne aux côtés de ce tout jeune Marco Melandri qui a 15 ans, à peine 16 ans, et qui courait cette année dans le championnat du monde 125 et qui a fait des étincelles. C'est assurément un jeune prodige de la moto italienne, tout comme l'est celui qui est de 2 ans, son aîné, Valentino Rossi. Et Valentino Rossi l'a prouvé cette année en 250, comme Marco Melandri l'a prouvé en 125. Oui, moi j'ai regardé un petit peu les essais tout à l'heure. Marco Melandri, je le soupçonne d'avoir un petit peu roulé en kart quand même. C'est un garçon qui est très doué, qui a compris beaucoup de choses. Il sait bien servir d'un kart, alors que Saron apparaît à l'image. C'est Dominique Saron, le numéro 49. Oui, alors vous soupçonnez Melandri d'avoir roulé, mais... Ah oui, je pense, il a le numéro 13 déjà. Pour votre information quand même, Mick Doohan, depuis la fin de la saison de moto, c'est-à-dire depuis 3 semaines, a roulé tous les jours de sa vie en Australie. Ah, donc oui, il arrive aussi avec ce qu'on appelle des biscuits dans notre métier. Mais ça, c'est classique à Bercy. Ils ne sont pas là pour perdre, ni les uns ni les autres. C'est une preuve de professionnalisme. Tout à fait. Ce sont des pilotes professionnels. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas être très bons. Et c'est ce qu'on aime à Bercy, c'est ce qu'on aime dans le sport mécanique. Les gens
lorsqu'ils sont là, ils veulent être très très bons et c'est tout à leur honneur. On a vu Jean-Michel Bell qui s'est lancé de la grille de départ. Alors on va parler un petit peu des pilotes français, donc en donnant la grille, Jean-Louis nous la montrera tout à l'heure, alors qu'une caméra est embarquée sur Dominique Sarron. Voilà, la station nous le précise. Alors les Français, donc, eh bien, celui qui a signé le meilleur temps, c'est Sébastien Gimbert, pilote de vitesse moto, qui d'ailleurs cette année a été victime d'un accident et qui a dû se faire remplacer pendant plusieurs courses dans la catégorie des 500 cm3 par Bernard Garcia. C'est lui qui a signé le meilleur temps puisqu'il a signé le 6e temps, il partira de la 3e ligne. Après, Christian Sarron partira de la 4e ligne avec à ses côtés Jean-Michel Bell. Stéphane Peter-Hansel partira de la 5e ligne, il a réalisé le 9e temps. Dominique Sarron partira également de la 5e ligne, il a réalisé le 10e temps. Et Régis Laconi, enfin, il y en a d'autres derrière, mais Régis Laconi a signé le 11e temps et il va s'élancer de la 6e ligne alors que l'on est en train d'en terminer. Il y a des drapeaux jaunes que je vois. Oh là, il s'est passé quelque chose. On va essayer de revoir alors que la grille de départ dont on vous parlait est en train de défiler sur votre écran. Nobotsu Aoki. Eh bien, non, les drapeaux jaunes, je pense, c'est la neutralisation de la piste. Neutralisation de la piste pour un départ alors Marco comme tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Qui affectionne le numéro 13, ce qui est assez rare dans les sports mécaniques. Hein. Ouais. Les pilotes, généralement, n'aiment pas trop ce numéro. Alors, tout à l'heure, on s'était arrêté à Peter Hansel. Derrière, on a quand même Wayne Gardner, Régis Laconi, Randy Mamola, Norifumi Abe, oui, qui est quand même un des pilotes qui compte cette année dans le championnat du monde 500. Et les deux pilotes qui ont marqué l'histoire aussi de la moto française, notamment de Endurance, Christian Lavielle et Philippe Monneret dans les années 80. Philippe Monneret qui est plus aujourd'hui un pilote moto de parade, dirons-nous, oui, qui est présent dès qu'il y a des caméras de télévision, dirons-nous. Voilà, on voit Christian Sarron, lui, qui adore le kart, qui a couru il y a 2 ans à Carole dans le cadre du championnat de France. Christian m'a confié qu'un jour, peut-être, on le verrait dans un championnat de France de karting. Lui qui gère un circuit avec son frère Dominique. Christian, il faut que ça aille vite. À Rion, exactement. À Rion. Christian, il faut que ça aille vite, il faut que ça vibre, il adore ça. Et il représente une firme française bien connue. Jean-Michel Bell, son pote, qui est venu chez lui s'entraîner cet automne pour préparer Bercy. Jean-Michel Bell est très pote avec les frères Sarron. Ils font ensemble de l'enduro en Auvergne pour garder la forme. Jean-Michel Bell qui a connu aussi une saison difficile. On se souvient qu'il avait été victime d'un accident avant même le début de la saison lors des 7 privés sur le circuit de Shah Alam en Malaisie. Et il a été absent pendant les 2 tiers de la saison. Et en revanche, il est revenu en fin de saison. Et là, il a fait d'excellentes performances. Jean-Michel Bell, il a prouvé qu'il avait retrouvé tout son niveau de compétitivité. On se souvient l'avoir rencontré lors du Grand Prix de France moto au Castellet à la mi-saison au mois de juin. Et Jean-Michel, à ce moment-là, avait encore de temps en temps des pertes de mémoire, enfin des problèmes qu'il n'arrivait pas à résoudre. Il était assez inquiet pour la suite de sa carrière. Et bien manifestement, aujourd'hui, Jean-Michel Bell a retrouvé tous ses moyens. Il l'a prouvé sur sa fin de saison dans les Grands Prix 500 cm3. Et on va voir ce que va faire ce soir Jean-Michel Bell. Sur la gauche de votre écran avec le numéro 13, c'est Marco Bellandri. Ah, Migdouane Akale. Migdouane Akale, il a levé les bras. On va remettre en route. Rassurez-vous, la procédure n'est pas aussi longue qu'en Formule 1. On n'en a pas pour un quart d'heure. Et par contre, si Migdouane ne démarre pas, je pense qu'on aura peut-être un tour de chauffe supplémentaire. Ouais, là, il va être handicapé, Migdouane. Oui, alors là, nous avons un petit problème sur le kart de Migdouane, qui est la grande vedette de la soirée, dans cette wheel de kart de moto. C'est pas de bol, hein, ça tombe toujours sur eux, sur ceux qui représentent un peu le clou du spectacle. Ah, on change la bougie, vous voyez, le mécanicien s'est approché. Il est en train d'ôter la bougie. Et bien sûr, évidemment, tout le monde cale derrière. Je pense que la sagesse serait un 2e tour de formation pour un petit peu nettoyer les moteurs. Ouais, on va voir ce que va décider la direction de course. C'est peut-être ce qui va arriver. Hein.
Ce n'est pas impossible. Course qui est assurée par M. Michel Valtis-Berger, qui est le directeur de course de toutes les compétitions internationales. Il faut rappeler quand même qui est cet extraordinaire Mick Doohan, 4 fois champion du monde. Alors que regardez les vieux là, entre guillemets, hein, on dit ça gentiment. Mick Doohan, 4 fois champion du monde dans la catégorie 500 cm3. C'est parti, oui. Et c'est parti. Mick Doohan est 3e, il s'est fait un peu enfermer, bien sûr. Ouais, il s'est fait doubler par Didier de Radigues. Et également par Nobotsu Aoki. Alors que Dominique Sarron a complètement raté son départ dans la fumée avec la caméra, il est le dernier. Christian Sarron s'est mieux extrait du peloton. Mick Doohan en 3e position, alors que Mélandry s'était lancé en tête. En 2e position, on a de Radigues. En 3e position, on a Doohan. 4e position, Aoki. 5e, Peter Hansel, qui a pris un super départ. Stéphane Peter Hansel, qui avait signé le 9e tour des essais et qui apparaît maintenant en 5e position. 6e, Sébastien Gimbert. 7e, Christian Sarron. 8e, Jean-Michel Bell. 9e, Régis Laconi. 10e, Christian Lavieille. 11e, Wayne Gardner. 12e, Randy Mamola. 13e, Philippe Monneray. 14e, Tetsuya Harada. 15e, Dominique Sarron. Voilà pour le classement. Et on suit la course-poursuite de Mick Doohan. Oh là là, regardez s'il attaque Doohan. Il est un peu en vrac. Oui. Mais il attaque pour essayer de revenir sur de Radigues. Mais de Radigues qui vient de faire le meilleur temps de ce 2e tour. Donc de Radigues est bien dans le rythme. Il n'y a pas de changement de position pour l'instant. Didier de Radigues qui a couru en Grand Prix mais qui a surtout forgé son palmarès, son endurance. Qui a été, oh là là, grosse attaque là de la part de Nobotsu Aoki qui s'est un peu loupé. Regardez le trou que Doohan a fait. Et Aoki a perdu une place au profit de Stéphane Peter Hansel. Extraordinaire ce qu'est en train de faire Stéphane Peter Hansel. Regardez-le. Stéphane Peter Hansel qui est 4e maintenant et qui est revenu à 2 secondes, mais même plus maintenant de Mick Doohan. C'est Stéphane Peter Hansel pour l'instant le grand homme de cette course. Alors que Doohan n'arrive pas à véritablement grappiller de terrain sur de Radigues. Je pense que Stéphane Peter Hansel, dès qu'on est les 4 roues, il est encore très à l'aise. Il adore ça, on l'a vu en rallye cette année. C'est un pilote vraiment multitalent. Et Guy de Radigues a toujours le meilleur tour en course en 29,764, qui a un très bon chrono. Et attention parce que de Radigues est en train, à coup de meilleur chrono, là il s'est un peu loupé. Oui, il est à 3 dixièmes simplement de Mélandry, il a repris une demi-seconde. Il est bien revenu sur Mélandry. Doohan est tout seul en 3e position, Peter Hansel isolé aussi, Aoki, Christian Sarron et Gimbert. Christian Sarron amène Gimbert et Laconi, mais des positions assez définies, mis à part le fait que de Radigues revient sur Mélandry. Attention à l'attaque de Radigues sur Mélandry, c'est possible. Oh là là. De Radigues est très à l'aise sur un kart, c'est évident. Ah, il attaque. Hein. Il attaque. Mais Peter Hansel en 4e position vient de nous faire le meilleur temps en course, qui est très bien. Voilà, Marco Mélandry s'est donné un peu d'air, ça devrait suffire. Et en revanche, chez Doohan, de Radigues a commis une ou deux petites fautes, 3 fois rien, mais qui lui font perdre quelques dixièmes de seconde et qui ont permis à Mick Doohan de revenir, vous voyez, pas très loin de lui. Pas très loin. Oh là là, Doohan en tonneau. Doohan en tonneau. Mick Doohan en tonneau. Ah oui, Mick Doohan est sous son kart. Bon, je pense que les commissaires vont vite l'extraire. Mick Doohan est oui, il est coincé, mais je pense pas qu'il soit fait mal, hein, parce que enfin, il a quand même défoncé la balustrade. Il venait de réaliser le meilleur tour en course, Mick Doohan, en 29,204. C'est peut-être un peu... Non, ça va, il s'est pas fait mal. Hein. Mick Doohan venait de faire un super chrono. Et... il boite quand même bas, hein, si on a l'occasion de le voir, alors que Marco Mélandry franchit la ligne d'arrivée en tête. Mick Doohan est en train de revenir. Peter Hansel 3e, extraordinaire. Et Mick Doohan qui boite hein, quand même, nettement. Alors ça nous donne l'occasion de rappeler que Mick Doohan a été très grièvement blessé en 1992. Qu'il avait été tout près d'être amputé. Le voici, Mick Doohan, le champion du monde, 500 cm3. Il était passé très près de l'amputation.
Et il a réussi, grâce à une force mentale extraordinaire, à revenir à son meilleur niveau et à gagner par la suite donc 4 titres de champion du monde en 500 cm3. C'est un extraordinaire champion. Regardez-le, on ne le voit pas sur le plan large. Et il salue le public, mais il s'est fait mal quand même à la jambe. Oui. Il s'est fait mal à la jambe droite. Voilà le classement. Mick Doohan a signé le meilleur tour en course. J'espère qu'il sera repêché tout à l'heure pour la super finale parce que franchement, il mérite. Hein. Donc Mélandry, De Radiguez, Peter Hansel, Aoki, Christian Saron, Régis Laconi, Gimbert, Bale, Gartner seront qualifiés. Mamola sera le premier non qualifié. Dominique Saron qui est bien remonté. Christian Lavieille, Arada, Mondré et Doohan, bien sûr, dernier, mais comme on dit, last but not least, parce qu'il a fait le meilleur tour en course, Mick Doohan, et vraiment, il nous a impressionnés. Il commençait à se sentir bien dans son kart. On le voit, il est hilar, mais il boite un petit peu quand même. Hein. Oui, il boite. Hein. Il s'est fait mal à la cheville droite, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, regardez, voilà le plan. On le voit se masser la cheville droite. C'était sa jambe d'ailleurs qui avait été très grièvement blessée. Il faut savoir que Mick Doohan, qui revient sous les hurrahs du public dans la zone des stands, il faut savoir que Mick Doohan a été tellement abîmé qu'il a un équipement spécial pour piloter sa moto en Grand Prix. À savoir qu'il a un frein, le frein arrière, vous savez, sur la moto, alors qu'on revoit des accrochages qui ont émaillé cette course avec AB, notamment le japonais AB. Vous savez que sur une moto, le frein est au pied droit. Et bien, lui, Mick Doohan, l'a à la main, car effectivement, il a un pied droit qui fonctionne beaucoup moins bien. Et on revoit peut-être ce tonneau de Mick Doohan. Non, on le revoit en pleine attaque. Voilà. Il arrive voilà, là. C'est là. C'est un deux roues pas maîtrisé. Oh, spectaculaire. Hein. Ah, ouais, gros tonneau. Saut périlleux par l'avant. C'est vraiment spectaculaire. Voilà, en tout cas, il vient de passer devant nous. Là, il est tout sourire, Mick Doohan. On lui a conseillé de regarder le grand écran où venait de repasser son deux roues qui s'est terminé sur le toit. Eric? Oui, Stéphane. Je sais pas, oui, vous m'entendez? Ah ouais, bien. Je suis avec Stéphane Peter-Hansel, 6 fois vainqueur du Dakar. Est-il besoin de le préciser? Et qui va nous donner ses impressions, alors qu'on gêne un petit peu. J'ai l'impression le prochain départ. Oui, on est toujours avec Stéphane, rassurez-vous, mais effectivement, c'est un petit peu difficile là dans les stands avec... C'est-à-dire qu'il y a une voix des stands très exiguë ici. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Voilà, nous revoici donc avec Stéphane. Alors Stéphane, on disait 6 fois vainqueur du Dakar, ça c'est pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vos premières impressions avec ces premiers tours de roue à Bercy? Bah écoutez, je suis parti en plein milieu du peloton. Ça a été très chaud dans les premiers virages, ça s'est bousculé, les cartes se sont un peu montées dessus. Et après, on a pu prendre une place, mais c'est très chaud. Vraiment, on sent que les pilotes moto ont vraiment ont une forte envie d'être devant. Ils sont très motivés. Et en plus, le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas aussi bien que des kartman. Et donc, on a l'envie, mais pas forcément la technique. Et donc, des fois, il y a des petites sorties de route. Même Doohan est sorti, je crois. Mais en tout cas, au niveau des sensations, c'est super. Oui, justement, Patrick Damary nous le disait, en fait, tous les pilotes se sont plus ou moins entraînés sérieusement pour faire honneur un petit peu à leur titre. C'est votre cas aussi? Bah écoutez, j'ai fait un tour de kart hier en région parisienne pour essayer justement de prendre un peu la mesure de ces cartes de compétition. J'ai dû faire 2 fois 5 tours puisque j'avais d'autres choses à faire. C'est très peu et je pense que vraiment pour se battre avec les meilleurs pilotes moto en kart, il faudrait vraiment pratiquer plus régulièrement. Pour ma part, c'est pas le cas. Mais j'espère que si je reviens l'année prochaine, j'aurai l'occasion de m'entraîner. On l'espère. Merci Stéphane. Merci les deux Stéphane. Et pendant que vous étiez en train de discuter avec Stéphane Peter-Hansel, eh bien on a revu la manière dont il a dépassé Nobutsu Aoki, une manière que l'on peut qualifier de virile, Patrick. Oui, et de très belle manière, puisque Stéphane a fait une remontée extraordinaire qui le place au 3e rang. Hein, Stéphane partait, il faut le rappeler, en 9e position. C'est très bien. Je suis persuadé que ce garçon, comme il l'a dit, va prendre des choses en main l'an prochain. De toute façon, ils ont du potentiel, c'est évident. Ils ont déjà amélioré en course leur temps des chronos. Bon, et là, ils sont à une petite seconde des spécialistes comme Didier André pour le moment. Hein, une petite seconde, c'est rien du tout. Et je pense que d'ici la fin de soirée, les pilotes de moto vont venir peu à peu au niveau et vont jouer devant. De toute façon, il n'y a pas de raison, ce sont des grands champions. Voilà, nous sommes déjà sur l'après-grille de la course suivante qui s'appelle les All-Star Cup. Vous l'avez aperçu, Paul Belmondo a signé la pole position. On l'a vu avec ses lunettes. Paul pilote maintenant avec des lunettes. Et il a signé la pole position. Il a à ses côtés quelqu'un qu'on a vu également qui s'appelle Marc Surer. Derrière, on a Jean-Marc Boudon et Pierluigi Martini. Derrière, on a Ribeiro que l'on a déjà vu tout à l'heure
et Yann Lamers. Puis Jody Scheckter et Paolo Barilla, Stefan Johansson et Arturo Merzario, Désiré Wilson et Henri Pescarolo, Giovanna Amati et Danny Sullivan et Mario Andretti, Wilson Fittipaldi. Alors on pourrait s'amuser à compter ceux qui ont fait de la Formule 1 dans cette grille, et je peux dire qu'il y en a pas mal. Je peux vous dire qu'il y en a pas mal. La caméra embarquée sur le casque de Arturo Merzario. Regardez les forces latérales qu'encaisse la tête du pilote. En kart, même si les vitesses ne sont pas élevées, eh bien, il faut savoir que ces engins sont complètement dépourvus de suspension et que chaque irrégularité du sol est ressentie très vivement au niveau des côtes, au niveau du cou, au niveau de la tête. Et on s'en rend très bien compte avec cette caméra embarquée, donc sur le casque de Arturo Merzario. Alors on va raconter ceux qui ont fait de la Formule 1, et j'ai l'impression qu'en dehors en dehors de Alex Diaz Ribeiro, eh bien, ils ont tous fait de la Formule 1. Oui, je pense. C'est-à-dire qu'on a sur 16 pilotes au départ, eh bien, il y en a 15 qui ont fait de la Formule 1. Certains n'ont pas fait beaucoup de Grands Prix. Cela a été le cas de Wilson Fittipaldi. Cela a été le cas de Danny Sullivan. Cela a été le cas également de Jean-Marc Gounon, qui a malheureusement pas pu se qualifier trop souvent à cause de matériel pas toujours à la hauteur. Oui, mais il a fait quand même 2 saisons, si mes souvenirs sont exacts, Jean-Marc, en Formule 1. Même effectivement, c'était l'époque des préqualifications, et souvent son week-end s'arrêtait le jeudi en fin de matinée. Mais enfin, il a fait de la Formule 1. Sinon, tous les autres en ont fait, que ce soit Paul Belmondo, Marc Surer, Jean-Marc Gounon, donc Pierluigi Martini, Yann Lamers, Jody Scheckter évidemment, champion du monde de Formule 1 en 1979. Nous sommes avec Paul Belmondo, l'homme de la pole position. Oui, 2 ont fait de la Formule 1 et l'ont marqué de leur empreinte, on peut dire. Jody Scheckter et Mario Andretti. Ouais. Mario, on s'en rappelle, il y a 20 ans tout juste, sur cette fabuleuse Lotus 78. C'était cette auto extraordinaire, Lotus 79, pardon, qui était une auto extraordinaire, la première Wincar. Oui, on voit la grille de départ qui s'affiche maintenant. Et Wilson Fittipaldi, qui est le papa de Christian Fittipaldi et qui a démonté le frère et la chevrière de l'équipe Cooper-Soucar, qui était l'écurie Fittipaldi. Oui, c'est le frère, c'est ça, c'est le père de Christian Fittipaldi, c'est le frère de Emerson Fittipaldi, voilà. Double champion du monde de Formule 1 en 1972 et 1974. Richard Micou toujours très à son affaire sur cette grille de départ. Et Désiré Wilson, alors vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont fait de la Formule 1. Il y en a exactement 4 dans l'histoire de la Formule 1. Elle s'appelle Désiré Wilson, elle s'appelle Giovanna Amati, elle s'appelle Divina Gallica et elle s'appelle la 4e. Je dirais Léla Lombardi. Léla Lombardi, voilà. Vous m'avez aidé, j'avais oublié son nom. Et bien sur les 4 femmes qui ont fait de la Formule 1, et bien 2 d'entre elles sont présentes ici à Bercy ce soir. Donc Désiré Wilson, que l'on vient de voir, elle est plus toute jeune. Hein, alors j'ai une colle à vous poser. Quel âge elle a? Ah non, la seule d'entre elles qui a marqué un point, c'était un demi-point. C'était où et quand? C'était Désiré Wilson, je crois. Ah, je sais pas, je crois bien que c'était Léla Lombardi au Grand Prix d'Autriche 76, sous la pluie, gagné par Arturo Brambilla. Wow. Vittorio Brambilla. Un partout. Sous une pluie battante. Et on se rappelle qu'il avait lâché le volant en passant la ligne d'arrivée, fracassé sa voiture. La course avait été arrêtée très tôt. Vous vous en rappelez, mais moi j'étais trop jeune. Je ne me rappelle pas. Léla Lombardi qui avait marqué un demi-point et qui nous a quittés il y a quelques années. Voilà Pescarolo. Regardez, toujours au sommet de son art, Henri. Hein? Henri qui a découvert le kart sur le tard, lui qui n'était pas trop motivé. Il l'a découvert à Bercy il y a 2 ans, hein, me semble-t-il. C'était la première fois. Il n'était pas emballé, c'est vrai, à l'idée de venir faire du kart ici. Ça faisait du bruit, c'était pas trop avec le standing de leur époque. Mais aujourd'hui, des pilotes comme lui, comme Jacques Lafitte, ont trouvé que le kart était une merveilleuse manière de faire encore parler de soi. C'est vrai, tout à fait. Henri Pescarolo qui est très présent en matière de formule de promotion dans le sport automobile français, puisqu'on sait qu'il est responsable de toutes les formules de promotion. Très beau départ de Paul Belmondo. Et Marc Surer s'est fait un petit peu dépasser par Jean-Marc Gounon, qui a toujours été un spécialiste de départ, Jean-Marc. Et alors, surveillez bien Jean-Marc Gounon, car Jean-Marc va très vite en kart. Il a le numéro 50, c'est lui qui est en 2e position. Et vous allez voir qu'il va certainement venir menacer très vite Paul Belmondo. Je l'ai vu terminer 3e dans le championnat d'Europe il y a 15 ans.
derrière Stefano Modena. Jean-Marc est un pilote très talentueux en karting. Et il est d'autant plus fort que vous savez qu'en karting, la notion de poids compte énormément. Et Jean-Marc Gounon n'est pas un petit gabarit, loin de là. Et regardez, c'est Paul Belmondo qui vient de signer le meilleur tour. Et pourtant, Jean-Marc Gounon qui reste. Oh là là, ils se sont accrochés entre sur R et Gounon. Jean-Marc a eu un problème, je pense. Oui, parce qu'il a brutalement levé le pied. Il a un problème d'ailleurs. Il a un problème. Il se fait attaquer par Martini. Il se fait doubler par tout le monde même. Il a rétrogradé. Sur R est passé. Martini est passé. Et Paul Belmondo, bien sûr, a profité de ça. Il a bénéficié des circonstances, Paul. Et le voilà maintenant. Sur R a perdu vraiment du terrain là, sur cette action. Il est 6e maintenant, Marc. Et Pierluigi Martini est maintenant en 2e position, mais Paul Belmondo a creusé un écart très important, un écart de 2 secondes et demie. Oui. Et Paul vient de faire le meilleur temps, donc il va très vite. Paul a été un bon pilote de kart puisqu'il courait dans le challenge de Marc et il a gagné des courses et il se débrouillait très bien en kart, Paul, dans les années 80. En tout cas, là, il a manifestement creusé un écart important. Il vient encore une fois d'améliorer le record du tour. Paul a un style très propre. Et une belle bagarre s'est engagée entre Ribeiro, Johansson et Lamer pour la 4e place. Alors que Jean-Marc Gounon s'est un petit peu donné l'air en 3e position. Il a résolu apparemment ses problèmes de carburation. Il est en train de revenir, Jean-Marc Gounon. On va observer sur cette image la possible remontée de Jean-Marc. Le voici avec son numéro 50. Il est encore assez loin. Alors que Paolo Barilla a abandonné dans cette course. Jean-Marc amène un peloton compact avec Ribeiro, Johansson et Lamer. Johansson et Ribeiro, c'était très chaud là d'ailleurs. Ils étaient de front tous les deux. Ils se sont touchés les roues. Alors, belle réplique de Paul Belmondo en tête de la course qui a fait le meilleur temps, mais Martini second le chasse et vient de le battre en 29,602. Ce sont des temps un tout petit peu plus rapides que les motards, 2 dixièmes pour le moment. Oui, mais 2 secondes et demie d'avance pour Paul Belmondo sur Pierluigi Martini, ça devrait très largement suffire. Il contrôle parfaitement la course, Paul. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est très propre quand on le regarde passer. Et on suit l'affrontement entre Jean-Marc Gounon et Ribeiro. Alors, pour la 3e place. Martini vient de revenir à 1 seconde 7. Attention. À Pierluigi Martini. Il a repris 8 dixièmes dans le tour précédent à Paul Belmondo. Il vient de nous faire un 29,5. C'est le meilleur temps ce soir pour le moment. On est avec Pierluigi Martini, justement, l'homme le plus rapide en piste. Et il est en train de revenir. Il est en train de revenir sur Belmondo, Pierluigi Martini. J'ai peur que ce soit trop court. Mais en tout cas, il est bien revenu. Alors, il est possible que Paul, qui est maintenant dans son dernier tour, ait parfaitement contrôlé la course. Mais regardez, l'écart s'est considérablement réduit. Il est tombé à 1 seconde 3. Et Paul Belmondo est maintenant à quelques dizaines de mètres de la victoire. Dans cette première course. Paul gagne facile devant Pierluigi Martini. Jean-Marc. Ah non, c'est pas Gounon qui est 3e. Gounon s'est fait dépasser par Ribeiro. Gounon est 4e. Non, c'est Lamers qui est 3e. C'est pas Ribeiro. Et Ribeiro, en revanche, il y a dû y avoir un truc qu'on n'a pas vu quand même. Parce que le classement a complètement changé. Ça a changé. Entre Lamers, Gounon, Johansson et Ribeiro, à mon avis, il y a dû y avoir des frictions. Parce que Ribeiro, qui était 4e, se retrouve 6e. Johansson qui était 7e se retrouve 5e. Il y a dû avoir des trucs là. Il s'est passé quelque chose. Manifestement. Moi qui suis un amateur des chiffres, je signalerai que Pierluigi Martini a amélioré encore le record du tour en 29,413 dans le dernier tour. Donc Pierluigi Martini, un pilote à surveiller dans la suite des événements, je dirais. Voilà donc le classement de cette première course des All-Star Cup. C'est-à-dire les anciens pilotes de plus haut niveau. Donc, victoire de Paul Belmondo, Pierluigi Martini 2e, Yann Lamers 3e, Jean-Marc Gounon 4e, Stéphane Johansson 5e, André Ribeiro, non, je confonds. Il ne s'agit pas d'André Ribeiro, le Brésilien qui pilote dans le championnat de kart. Il s'agit de Alex Dias Ribeiro. Eric et Patrick. Oui, Paul Belmondo peut-être avec Stéphane. Avec l'un des tout premiers vainqueurs de la soirée, Paul Belmondo. Paul, ça s'est pas mal passé avec un bon départ d'abord.
et ensuite des accrochages derrière qui vous ont permis de créer un petit écart. Ouais, tout à fait, j'ai pris un bon départ et puis derrière ils se sont accrochés, donc j'ai pu gérer tranquillement la manche et pas prendre de risques pour la remporter. Un petit mot sur cette piste de Bercy. Bon, bah, vous êtes un petit peu familier, donc vous n'étiez pas surpris de redécouvrir ce palais omnisport. Oui, moi ça fait la 5e fois que je viens ici, j'ai raté qu'une seule édition. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, mais là cette année on a une piste avec beaucoup de grippe et des pneus très tendres. C'est assez difficile, donc ça va être dur. Dernière question, Paul, pour ceux qui ne suivent pas tout à fait l'actualité de la voiture, de l'automobile. Dites-nous un petit peu ce que vous êtes devenu depuis votre retrait de la Formule 1. J'ai créé ma propre structure avec Clotilde Gosselin. On a participé à la Porsche Super Cup cette année et l'année prochaine on participera au championnat du monde GT, donc les choses se passent bien. Merci Paul et bonne soirée. Merci Paul, merci Stéphane. Donc Paul Belmondo, qui c'est bien, on est content de le voir dominer comme il a dominé cette première course des All-Star Cup. Mon cher Eric, je sens que la pression monte. Ah oui, parce que là on arrive à un truc, ça va pas rigoler du tout. Ah non, parce que là je rajeunis d'une dizaine d'années. On se croirait à un championnat d'Europe il y a 10 ans, avec Didier André, Lucas Badoer, Jean-Christophe Bouillon et Vincenzo Sospiri et Emmanuel Collard. Là, on retrouve des kartman qui ont brillé. Didier André a été 4 fois champion de France, Lucas Badoer a été champion d'Italie. Vincenzo Sospiri, champion d'Europe, Jean-Christophe Bouillon, 2 fois champion de France, et Manu, champion du monde il y a 10 ans plus juste, en 88 à Laval. Donc là, c'est vraiment du très haut niveau là. Du très haut niveau et des gens qui ont fait du kart, je dirais presque toute leur vie. Ouais. Alors il y a Emmanuel Clérico qui a des problèmes parce qu'on l'a vu juste devant le safety car, appelons ça comme ça. Oui, cette année, c'est une nouveauté. Au lieu d'avoir un 2 roues, on a un karting et c'est très sympathique. Alors, voilà, on va les faire mettre en grille. Dernier tour de formation. Avec Didier André, on aura certainement l'occasion de vous reparler de Didier André, ce jeune Français qui a signé la pole position, vous le voyez devant Badoer, deuxième ligne Sospiri, Bouillon, troisième Collard, Tony Kanaan, on aura l'occasion de vous en parler également, quatrième ligne Pompidou, Lagorce, cinquième ligne Nakano, Lamy, sixième ligne Papis, Servia, septième ligne Franchitti, Herbert, huitième ligne Richie Hearn et Emmanuel Clérico, neuvième ligne Jimmy Vasseur et Ricardo Rosset. Voilà donc pour les positions Didier André. Alors regardez-le, ce jeune-là, vous aurez probablement l'occasion d'en entendre reparler, puisque cette année, eh bien, il a terminé deuxième du championnat Indy Light américain au sein de l'équipe PacWest Racing. Vous savez, l'équipe PacWest Racing fait courir dans le championnat kart Indy une équipe de 2 voitures avec Mauricio Gugelmin et Mark Blundell, et elle a une équipe junior qui court dans le championnat Indy Light et au sein de laquelle courait cette année Didier André. Et Didier André a terminé deuxième de ce championnat Indy Light derrière le Brésilien D'Amata. L'an prochain, il va recourir en Indy Light avec à terme l'objectif évidemment de monter en carte. On a vu également Vincenzo Sospiri, alors que l'on voit Shinji Nakano, un des seuls pilotes de Formule 1 en activité présent ici ce soir à Bercy. En fait, ils ne sont que 2. Il y a lui, Shinji Nakano, et il y a Johnny Herbert. Nakano. Alors que c'est Franck Lagorce que l'on découvre maintenant. Franck Lagorce qui a fait 2 grands prix dans sa carrière et qui les avait très bien menés. Oui, pour les comptes de l'écurie Ligier à l'époque. L'escalier s'est arrêté là et Franck aurait mérité, je pense, de poursuivre en F1 parce que parmi les débutants, les deux... Vas-y Francky. Il a son fan club là, qui vient de Chevilly-la-Rue. Et oui, c'est là où son papa et sa maman étaient coiffeurs il y a quelques années. Il y a toujours la coiffure Lagorce qui est très célèbre à Chevilly-la-Rue. Ouais. Il paraît que vous d'ailleurs, Patrick, qui avait la chevelure touffue. Le papa Lagorce avait adopté il y a quelques années. C'est lui qui vous a coupé les cheveux. Non, on avait lancé la mode tous les deux. On avait les cheveux très très courts et ça a plu aux jeunes de notre époque. Non, Franck Lagorce est un pilote qui vraiment n'a pas eu sa chance jusqu'au bout, je pense. Ça n'est pas le seul, parce que regardez, celui-là non plus, Jean-Christophe Bouillon, qui a eu une année très difficile, une demi-année très difficile chez Sauber, aux côtés de Heinz-Harald Frentzen à l'époque, et qui après a dû se cantonner à un rôle de pilote essayeur pour diverses écuries, Williams, et puis aujourd'hui pour l'écurie British American Racing. Tony Kanaan,
Ça a été le champion Indy Light 1997 l'an dernier. Cette année, il a été sacré meilleur rookie dans le championnat de cartes. Pedro Lamy, lui, était en Formule 1 il y a quelques années. Depuis, on a, il faut bien le dire, un petit peu perdu sa trace. Un petit peu perdu sa trace, oui. Un garçon qui n'a pas eu trop de réussite, comme on dit. Il a baigné dans des accidents. Il n'a pas eu, c'est vrai, une carrière... Luca Badoer, pareil à l'image, qui était un champion de Formule 3000 et puis qui... Et pilote essayeur Ferrari. C'est bien, mais c'est peut-être pas ce qu'il espérait dans sa carrière. Tout à fait. Et Didier André. Didier André qui est vraiment un garçon qui a marqué l'histoire du karting en France en étant vice-champion d'Europe, en jouant un titre mondial face à Fisichella et Rossi, et qui n'a pas pu jusqu'à présent réussir dans la filière classique. Et Bouillon à Calais. Et Badoer a commencé à prendre de l'avance. Et derrière aussi, il y a un problème pour Oriol Servia, me semble-t-il. Donc la procédure de départ va être interrompue. Oui, alors Didier André, vous disiez qu'il avait marqué son époque en karting. Ah oui, il a marqué son époque avec 4 titres en 2 ans et 4 titres nationaux et un titre de vice-champion d'Europe derrière Eddy Coubar à Bordeaux en 1990. Didier André a marqué sa période et puis en voiture, il a été dans une filière et il n'a pas vraiment trouvé son aise dans cette structure. Et il est parti aux États-Unis. Je pense qu'il a trouvé... en la personne de Franck Fréon, quelqu'un qui lui a redonné confiance comme Christian Boudon lui donnait confiance à l'époque du karting. Christian Boudon avec Didier André fait des choses extraordinaires et je pense que Didier a besoin de se sentir entouré, de se sentir aidé. Il a besoin de communiquer. C'est un garçon qui a un potentiel énorme. Il faut qu'il soit bien dans ce qu'il fait et cette année il était bien et c'est intéressant. On le voit à Bercy revenir bien et Didier quand il est bien, il est premier. Ça, c'est un signe et c'est pas étonnant de ce garçon qui est... Il a complètement raté son départ. Oui, il a raté son départ. C'est Sospiri qui s'était lancé en tête. Sospiri qui avait terminé deuxième ici Emmanuel même. Collard a fait un très beau départ aussi. Sospiri, Badoer, Collard, Bouillon, Pompidou et André. On a un quintet assez impressionnant. Il a complètement raté son départ, Didier André. Je pense pas que la pole position soit forcément un avantage ici. Ouais, je sais pas. Avec la position de départ, c'est pas évident. Donc Sospiri, par contre, n'a pas attendu notre avis. Et il faut se rappeler quand même que Sospiri avait terminé deuxième ici même l'an dernier à Bercy, derrière Alessandro Zanardi. C'est un excellent pilote de kart, ancien champion international de Formule 3000. Et champion d'Europe de karting. C'était à la grande époque, celui qui a succédé à Modena, qui avait lui-même succédé à Senna dans la grande équipe d'Apt. Sospiri, c'était le 3e petit prodige de l'équipe d'Apt et le 4e, c'est Massimiliano Orsini. Donc c'était un pilote qui était attendu en F1 avec beaucoup d'espoir et malheureusement, il n'a pas réussi jusqu'à présent. Et on va observer attentivement ce que fait Emmanuel Collard, qui est en 3e position. Oui. Manu qui avait réussi le 5e temps des essais, qui a gagné 2 places et qui n'est qu'à 1 seconde de Badoer, 2e. Alors on va suivre attentivement avec son numéro 20, Emmanuel Collard, le voici. Manu qui est un petit peu menacé par Jean-Christophe Bouillon le 14 et Didier André revient un petit peu le 27. À l'image, on a Emmanuel Collard, Bouillon et André qui sont vraiment groupés tous les trois. Sospiri en tête refait le meilleur temps 28,752, c'est de loin le meilleur temps de la soirée. 20e d'écart avec Luca Badoer actuellement 2e. Emmanuel Collard est toujours à 1 seconde de Badoer. Et Didier André, on le voit, menace vraiment. Bouillon, il menace Bouillon. Mais alors la difficulté, c'est de passer. Parce que si l'autre qui est devant vous aide pas... Didier, par contre, je pense que s'il veut, il va y aller. Il vient de réussir le meilleur tour, Didier André. Ouais, il y a été. Vous voyez ce que je disais, Didier André y a été. C'est vraiment un battant. Ah, Didier, il est bien dans sa tête, c'est évident. Et regardez ce qui se passe devant. Car devant, c'est peut-être la course la plus disputée depuis le début de la soirée. C'est les Masters. Sospiri n'a plus que 6 dixièmes d'avance sur Badoer, lequel compte 1 seconde 3 d'avance sur Manu Collard. Badoer qui est menacé par Manu Collard. Oui, il y avait 1 seconde 3 au dernier passage, il n'y a plus que 4 dixièmes. Ah oui. Il n'y a plus que 4 dixièmes. Manu Collard est en train de revenir maintenant sur Sospiri. Regardez, il est juste derrière lui. Oui, il est très très menaçant et Didier André est collé derrière Manu. Et Didier qui fait record du tour sur record du tour. Et Badoer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, notre computer nous donne Badoer en tête.
Je pense Badoer en tête, Badoer oui, est passé en Sospiri. tête. Et André a effectivement. passé Collard. Et on l'a pas vu, hein. On l'a pas vu, mais Lucas, oh là là, regardez, c'est très chaud entre Ah, Collard Didier et André, André, enfin, un problème. Didier- Il rentre au stand, Didier André. Oh, il venait de s'emparer de la 3e position, il rentre au stand. Et Lucas Badoer, on ne l'a pas vu, mais est passé en tête. Sospiri est deuxième à 9 dixièmes de seconde. Troisième Collard à 4 dixièmes de seconde de Sospiri. Regardez Emmanuel Collard, qui vient de passer, je crois. Non, il est menacé par Jean-Christophe Ah, Bouillon. oui, il est menacé, pardonnez-moi. Il est menacé par Bouillon qui est quatrième. Qui est lui-même menacé par Pompidou. Pompidou qui est revenu aussi de l'arrière du et qui a peloton. passé. Pompidou vient de passer, on ne l'a pas vu à l'image, Pompidou a passé Bouillon. Et maintenant Badoer est tout à fait tranquille. Il a 2 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Alors, Sospiri. c'est chaud pour la 4e place. Hein. Manu est tranquille en 3e position, mais entre Bouillon, Pompidou et Canane, c'est chaud. Badoer gagne la course. Sospiri est deuxième, Sospiri. Collard, Non, à Collard s'est Pompidou. fait. Non, j'ai l'impression que Pompidou est passé devant Collard. C'est c'est Pompidou qui est troisième, je crois. Je crois que Pompidou est passé devant Emmanuel Collard. Je crois que notre computer nous indique l'inverse, mais je pense que Pompidou est passé devant Emmanuel Collard dans le dernier tour. On à vérifier donc, à vérifier. oui, on essayera de vérifier ça tout à l'heure. C'est une impression fugitive hein, parce que ça va très vite. Mais j'ai bien l'impression que c'est Xavier Pompidou qui a passé la ligne en 3e position et non pas Emmanuel Collard. Donc Badoer l'emporte Et je peux me devant tromper, Sospiri. 3e position, ou Collard ou Pompidou. Je serais plus de l'avis de dire Emmanuel Collard. Mais Xavier Pompidou a fait une belle remontée. Canane, Jean-Christophe Bouillon prend la 5e position et Canane la 6e. Et alors les stars du kart américain, Jimmy Vasseur, vous le voyez, vice-champion 98 et 12e. Dario Franchitti, 3e du championnat 98 et 13e. Et il y a un pilote de Formule 1 en activité qu'on avait oublié d'ailleurs, c'est Ricardo Rosset. On a souvent tendance à oublier. On revoit le départ raté de Didier André et l'excellent départ de Sospiri qui s'élance devant Badoer avec Collard à l'intérieur. Et Pompidou qui a pris un très très bon départ aussi à la corde. Oui, Didier, à mon avis, a eu un problème d'embrayage qui a dû l'handicaper ensuite puisqu'il a abandonné. Didier André qui s'est fait du reste subtiliser le meilleur tour en course par Badoer sur la fin. Alors que là, on a vu un accrochage dans lequel était impliqué Ricardo Rosset. Et là, c'était très chaud, effectivement, entre Nakano et Lagorce. La superbe deux roues de Sospiri. Et voilà, c'est quand Didier passe Emmanuel Collard juste avant d'abandonner. Une très très belle course. Il y a un très très bon niveau en master. Eric, Patrick. Oui, Stéphane. Oui, nous sommes avec Emmanuel Collard. Visiblement, vous n'avez pas trop compris s'il était 3e ou 4e. Emmanuel, alors à votre avis? Si, je pense que je suis 3e. Ah bon? Les Sospiri devant et Lucas Badoer. D'accord, Emmanuel, juste pour moi. avant de vivre ensemble un petit peu l'entracte et de voir un petit peu les sujets qu'on vous a préparés pour vivre cet entracte en notre compagnie, on va vous demander un petit commentaire technique. Vous avez fait du kart, vous avez fait de la Formule 1. Expliquez un petit peu à ceux qui ne connaissent pas très bien les deux disciplines, les différences majeures qu'il y a entre les deux formes de pilotage. Ouais, c'est complètement différent parce qu'en Formule 1, on a le poids de la voiture, on a beaucoup plus de puissance et on a de la charge aéro aussi. En kart, c'est beaucoup plus léger, on fait corps avec le kart, donc c'est vraiment, point de vue pilotage, c'est complètement différent. Il n'y a pas non plus de boîte de vitesse et on freine en appui avec les pneus, donc c'est vraiment complètement différent. Un dernier mot, il concerne cette piste de Bercy, c'est pas très facile de doubler. Hein. Non, pour pas dire quasi impossible, il faut vraiment que le pilote fasse une faute dans la dernière épingle avant les coursives pour pouvoir le doubler au freinage ici devant les spectateurs. Mais bon, ça arrive de temps en temps, donc dans ces cas-là, on plonge. Voilà, on a une bonne nouvelle, Emmanuel, on vous confirme, vous êtes bien 3e. Merci beaucoup, Emmanuel Collard. Voilà, cette 6e édition du Elf Mastercard est sublime. Comme d'habitude, en tout cas, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Et c'est dû à un homme en particulier. Il s'agit bien sûr de Philippe Streff. Nous l'avons suivi durant une journée type de sa semaine. Vous allez voir, ce sont de grosses journées. 10h à Rueil, dans sa maison qui est également son bureau, Philippe Streff commence sa journée de travail. Au menu, en guise de petit déjeuner, quelques coups de fil, histoire de confirmer les rendez-vous pris et l'étude des derniers dossiers urgents avec Bruno, son fidèle assistant. De ça, si jamais on se perd. Qui veut jouer maintenant?
Midi, c'est l'heure du départ, direction l'aéroport pour aller accueillir Mick Doohan en provenance de Nice. Avec l'aide de Shérif, l'un de ses infirmiers, Philippe prend place dans son espace Renault, spécialement aménagé pour lui. J'ai toutes les commandes ici annexes sur la main gauche, dans la portière, clignotant. Ici, appel de phare, klaxon. Et les commandes, c'est une boîte automatique, donc commande de vitesse ici sur ma portière. 13h, Orly Sud, l'avion de l'Australien est annoncé avec 1h30 de retard. L'occasion pour notre gentil organisateur d'avaler en vitesse un sandwich et de converser avec les journalistes de la presse spécialisée. Je suis bien entouré, j'ai de la chance, malgré le handicap donc, qui me fait perdre pas mal de temps, qui me rend pas tellement autonome, je suis assez dépendant. Mais je suis très bien entouré par Aziz, notamment mon fidèle infirmier, mais également mon équipe au bureau, Chantal, mon assistante, et pas mal de gens qui m'aident à Bercy, aussi surtout la structure du POPB, la structure technique qui a été mise en place pour le karting m'aide et me soulage beaucoup. 14h30, Doohan arrive enfin, accompagné de Madame. Juste le temps pour Philippe d'échanger quelques mots avec lui, de s'assurer que tout est prévu pour son transfert et son hébergement. Et il faut déjà repartir pour le circuit de Wissous, où s'entraînent Jody Scheckter et Giovanna Amati. Apparemment, la séance d'essai s'est bien passée pour le Sud-Africain et son kart a bien été préparé comme il l'avait demandé. Scheckter, qui ne connaissait pas trop Streff avant de venir, mais qui avait entendu parler du Elf Masters Kart. 18h, arrivé à Bercy pour rencontrer la direction du POPB. Conférence de presse du lendemain, sécurité des pilotes, contingent d'invitation, accréditation, tout doit être parfaitement réglé dans les moindres détails, tout comme les modalités concernant la retransmission de l'événement en compagnie du réalisateur maison Jean-Louis Machu. Une fois la réunion terminée, petit crochet obligé par le village, histoire de vérifier si toutes les loges sont prêtes à accueillir les invités. Puis il est temps d'aller découvrir la piste, presque terminée à 48 heures des premiers tours de roue. Un moment toujours important pour Philippe qui aime se souvenir des plus beaux moments vécus ici. Un en particulier. Lorsque sur cette piste sont rentrés sur un plateau avec de la fumée, tous les champions de Formule 1 avec le binôme Alain Prost et Ayrton Senna. Je crois que j'aurai un souvenir inoubliable de ce moment, de cet instant, et qui, je pense, a contribué au succès de la première édition et qui m'a aidé à pérenniser cet événement et qu'on en soit maintenant à la 6e édition. C'était la réconciliation. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé en 1994, l'accident du 1er mai d'Ayrton et le retrait de la compétition d'Alain Prost a fait que ce duel reste et restera le dernier duel Prost-Senna de l'histoire. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très fort. 21h, la journée de Philippe Streff est pratiquement terminée. Il lui reste encore un dîner à honorer à l'hôtel et il pourra alors disposer de quelques heures de sommeil avant une autre journée bien remplie. Et bien voilà, le plus dur est fait. Voilà, nous entrons maintenant dans le paddock qui jouxte cette piste de Bercy, paddock où tous les kartings sont entreposés et où chaque pilote dispose de son petit emplacement avec son staff de mécaniciens. On a essayé de prendre quelques nouvelles de Mick Doohan. Malheureusement, pour l'instant, l'Australien est toujours en train de se faire soigner. En tout cas, selon les premières nouvelles de ses mécaniciens, il n'y a rien de grave. Mick boite un petit peu bas, donc on craint quelques petits hématomes. Et puis le kart, on l'a vu tout à l'heure, de Mick Doohan, n'est pas très endommagé. L'occasion pour nous, puisque nous n'avons pas d'invité pour l'instant, de vous proposer un livre auquel Philippe Streff tient absolument à parler. Il s'agit des nouvelles aventures de Michel Vaillant. Alors on va voir à la caméra, voilà. Michel Vaillant, La fièvre à Bercy de Jean et Philippe Graton. Ce sont les nouvelles aventures du héros automobile qui a bercé nos enfances. Donc si vous aimez le kart et Bercy, n'hésitez pas à vous procurer cette bande dessinée. Nous, on va aller faire un tour du côté d'Orly Sud. C'était jeudi dernier, l'arrivée de Michael Doohan en compagnie de Selima, sa compagne. En l'absence de Schumacher et Häkkinen, il pourrait bien être la grande vedette de ce 6e Elf Masters Kart, et ce ne serait que justice. Michael Doohan, puisque c'est lui dont il s'agit, débarque pour la première fois à Bercy avec dans ses valises un 5e titre mondial en 500 cm3. L'occasion pour le public parisien de découvrir un garçon qui, à l'instar de Giacomo Agostini, est déjà une légende du sport motocycliste.
Philippe m'a demandé pendant l'année si je voulais essayer, mais je n'étais pas sûr d'avoir le temps, ni d'avoir trop envie, car je n'avais pas fait beaucoup de cartes auparavant. Ensuite, comme je n'avais aucune contrainte particulière, aucun essai prévu, j'ai décidé de dire oui. Cela pouvait être marrant, et donc nous avons décidé, il y a à peu près 4 ou 5 semaines, que je participerai. Cette année, plus que jamais, Mick a démontré qu'il était bien le meilleur pilote du monde. Malgré la concurrence de l'empereur romain Max Biaggi, l'Australien a conservé sa couronne à l'issue d'une saison irrégulière, mais riche en enseignements. Mon début d'année n'a pas été très bon. J'ai chuté une première fois, puis une autre fois et j'ai complètement raté mes 3 premières courses. Ensuite, cela n'a pas rendu les choses très faciles. À la fin, tout s'est bien passé et j'ai reconduit mon contrat pour la saison prochaine. Nous verrons bien ce qui se passera, mais c'est vrai que cette année restera dans les mémoires, car je n'avais jamais connu autant de problèmes et cela m'a forcé à réagir. Ce fut génial, comme toujours. J'espère que ce sera pareil l'an prochain et que je pourrai à nouveau être en mesure de m'imposer. Retour toujours au paddock en compagnie d'un petit jeune. C'est comme ça qu'il se définit, vous l'aurez reconnu, Henri Pescarolo. Henri, bonsoir. Alors pour vous, ça n'a pas encore tout à fait commencé. Dites-nous un petit peu pourquoi chaque année vous tenez à être fidèle à ce rendez-vous de Bercy, parce que vous êtes l'un des grands fidèles finalement. C'est ma 3e année, effectivement, comme je travaille pour Elf et pour la filière Elf, il était logique que je sois là. Donc je suis avec les jeunes pilotes que nous formons, eux ils sont dans la grande catégorie. Et par contre, je retrouve tous ceux qui ont fait de la Formule 1 à mon époque. Donc il était logique que je sois là pour Elf, donc je retrouve mes potes Mario Andretti et tous ceux qui étaient à mon époque, Scheckter et les autres, donc ça fait drôle de se retrouver dans des karts, surtout que nous sommes d'une génération qui n'avons jamais fait de kart. Moi j'ai fait du kart pour la première fois à Bercy il y a 3 ans, et donc comme ça peut se voir sur la piste, c'est pas vraiment ma spécialité, mais je progresse parce que d'habitude j'étais dernier, là il y en avait quand même 3 ou 4 derrière moi. Justement, Henri, à votre époque, on en parlait avec Jody Scheckter, jeudi à l'entraînement à Vissou, le kart n'était pas un passage obligé pour devenir ensuite un très bon pilote de Formule 1. Or, maintenant, on s'aperçoit que le kart, c'est un petit peu la filière pour devenir pilote de Formule 1. C'est un plus, c'est à votre avis comment... C'est la réglementation qui a évolué, puisque vous savez que maintenant, on peut commencer à faire de la course automobile à 16 ans. Chose qui n'était interdite à notre époque. Donc à la filière Elf, on reçoit des jeunes qui arrivent du kart et qui ont 16 ans. Et tout de suite, on les met dans des campus qui sont des monoplaces qui font un vrai championnat de France. Et puis là, ils continuent. Donc si on veut commencer à conduire en course à 16 ans, il faut avoir fait du kart parce qu'on n'a pas son permis de conduire. Donc c'est pratiquement le passage obligé. Les team managers en Formule 1 veulent des pilotes de plus en plus jeunes. Et on a fait à la filière Elf le compte à rebours pour savoir à quel âge il fallait commencer pour arriver à un âge normal en Formule 1. Et on s'est aperçu qu'il fallait commencer à 16 ans. Donc on va recruter maintenant dans le kart. On vient de faire une sélection aux États-Unis. On a 3 pilotes américains qui viennent d'arriver. Celui qui a gagné la sélection, c'est drôle parce que vous parliez d'album, il s'appelle Michael Valiante. Donc on aura un Michel Vaillant à la filière, un Américain. Et donc il faut commencer à 16 ans. Il faut commencer par le kart si on veut commencer à 16 ans l'automobile. Bien reçu, maître. Merci et puis bonne soirée, Henri. Nous, on va justement s'intéresser à ces jeunes qui sont dans les formules de cartes. La Formule A, c'est la catégorie reine. Résumé de la saison en compagnie de Corinne Tongchai. Vous allez le voir, le héros, ou en tout cas l'un des héros, s'appelle Christophe Vassor. Le championnat de France de Formule 1 inaugurait cette année un nouveau règlement. Le titre ne se jouait plus sur une course mais sur 3 rendez-vous avec 2 courses par meeting et seuls les 4 meilleurs résultats étaient retenus. Les favoris étaient nombreux pour ce championnat, Sarrazin, le champion de France en titre, mais aussi Converse, Vassor, Florence, Delahaye, Martinet. Tout ce petit monde se retrouvait à Valence pour la première manche. Semioli part en tête de la première finale. Derrière, on assiste à une remontée fantastique de Christophe Vassor, parti 11e sur la grille de départ. Il passe Makowiecki et se retrouve 2e derrière Pilet. Dans le 15e tour, Vassor le 37 double Pilet et prend le commandement de la course. Dès lors, Vassor et Pilet se livrent une superbe bataille dont Christophe Vassor sort vainqueur. Deuxième finale, 22 tours, 25 km. La grille déterminée par le classement de la première finale voit sortir en tête Christophe Vassor devant Pilet et Faure.
Au 6e tour, Pilet numéro 45 attaque Vassor et passe en tête. Mais Christophe Vassor ne s'en laisse pas compter. Au tour suivant, le scénario s'inverse et Vassor double Pilet. Vassor gère parfaitement sa course en compagnie de Patrick Pilet qui reste deuxième. Les deux hommes creusent un écart de 2 secondes sur leur poursuivant. Faure termine 3e, Converse 4e, Isabelle Fleury 5e. Semioli, parti en tête de la première finale, a dû abandonner dans les derniers tours. Pour le deuxième rendez-vous à Fontenay, Christophe Vassor prend le contrôle de la première finale devant Martineau, Peignot et Faure. Très vite, Vassor et Martineau creusent l'écart. Derrière, Faure passe à la 3e place et s'attaque aux 2 leaders. Les 2 hommes, Vassor et Martineau, sont très loin devant. Christophe Vassor contrôle son adversaire. Martineau ne parvient pas à prendre l'aspiration de Vassor dans la ligne droite. Vassor est bel et bien le plus rapide. Il s'impose à l'issue des 22 tours devant Martineau. Faure est 3e, Delahaye est 4e, Besneau 5e et Fleury 6e. Départ de la 2e finale pour Christophe Vassor, le calcul est simple. Il doit absolument remporter cette finale s'il veut être sacré champion de France. Il prend immédiatement la tête devant Faure et Pilet, revenu de la 8e place. On assiste alors à une lutte acharnée entre ces 3 hommes. Faure passe Vassor au freinage, mais il sort de la trajectoire et se fait passer de nouveau par Vassor, suivi de Pilet. Faure se retrouve 3e. Vassor ne peut résister longtemps aux attaques de Pilet et dans le 3e tour, ce dernier profite de l'aspiration dans la ligne droite pour prendre le commandement. En tête, Pilet, suivi de Vassor, Faure, Delahaye, Fleury, Besneau et Engels. Pilet qui s'échappe et qui prend dès lors une confortable avance sur ses poursuivants. Derrière, la lutte est toujours serrée entre Vassor, Faure et Delahaye. Vassor qui s'accroche à sa 2e place mais qui laisse échapper la victoire. Vainqueur Patrick Pilet, Christophe Vassor termine donc 2e. Le titre de champion de France n'est pas encore pour aujourd'hui. Je pense qu'on est très bien parti. On a 3 victoires, une 2e place. Il faut savoir qu'il y a 4 meilleurs résultats qui comptent sur 6. Donc il faudra vraiment qu'il m'arrive des gros malheurs pour que ça se passe mal. 3e et dernière épreuve à Angerville. À la première finale, Pelvet s'élance en tête. Accrochage au premier freinage qui implique Delahaye, Converse, Faure et Martineau. 2e tour, Pilet attaque Pelvet, ça passe, mais au virage suivant, Vassor s'est infiltré. Et cette fois-ci, ça ne passe pas. Patrick Pilet repart, mais il abandonne peu après. À cet instant, Vassor est champion de France de karting. La course est maintenant jouée. Pelvet est détaché, Vassor assure et laisse revenir sur lui Isabelle Fleury, numéro 27. Suivent Engels, Makoviecki, Barandon, Matelin et Martinet. Dans le tour suivant, Vassor laisse passer Isabelle Fleury. Victoire de Frédéric Pelvet, Vassor est 3e et champion de France 98, Fleury 2e. La 3e place finale du podium est à portée de main. À la 2e finale, Isabelle Fleury prend le meilleur départ devant Pelvet, Makoviecki et Vassor. Au bout de la ligne droite, Pelvet passe en tête devant Fleury. Suivent Vassor, Engels, Semioli, Matelin, Barandon. Besneau, lui, sort de la route puis reprend la piste. Christophe Vassor, numéro 37, a commis une faute en voulant protéger Isabelle Fleury. Abandon donc pour le tout nouveau champion de France. Alors que Semioli est revenu sur Fleury, les 2 pilotes s'accrochent et aucun des 2 ne repartira. La situation est maintenant la suivante. Au classement, Pelvet gère la tête et seul Engels parvient à suivre le rythme. Virginie Barandon s'est installée à la 3e place. Au classement final du championnat de France, Vassor 1er, Pilet 2e, 3e Faure et première féminine à la 4e place, Isabelle Fleury.
Oui, c'est vrai qu'avec vous, Patrick, on a suivi toute cette saison de championnat de France et cette nouvelle formule du championnat sur 3 épreuves. Vous qui êtes très près des choses du karting, quel bilan on peut dresser de cette nouvelle formule? C'est une réussite puisque c'est dans le contexte général des championnats qui se font dans les autres pays et la fédération a décidé l'an prochain de le porter en 4 journées. Donc c'est un plus et on fera un championnat junior Open FMK en 3 journées et un championnat 125 ICCFC en 3 journées aussi. Donc c'est dans la logique des choses. En automobile, il y a 12 journées. En kart, il y en avait qu'une. On vient vers les championnats épreuves. Vous avez vu sur ce commentaire, c'est plus facile à suivre, plus intéressant. C'est vrai. On va passer à tout à fait autre chose. On a parlé là avec Corinne des tout jeunes pilotes. Eh bien, on va parler de ceux qui sont présents ce soir à Bercy pour faire du kart, mais qui ne sont pas de véritables spécialistes du kart, en l'occurrence les pilotes moto. Et c'est vrai que le meilleur porte-drapeau, le plus connu des pilotes moto français présents ici ce soir à Bercy, c'est Christian Sarron. C'est la raison pour laquelle on a eu envie de vous dresser un petit portrait de l'ancien champion du monde, 250 cm3. Regardez. Dans les années 80, Christian Sarron a fait rugir de plaisir tous les fans de vitesse. En 1984, il a 29 ans et la consécration s'offre à lui. Sacré champion du monde en 250 cm3, cela reste pour lui un très bon souvenir. Mais si ce titre est le plus important de sa carrière, ce n'est pas le meilleur souvenir sportif. Il y a des années où je n'ai pas été champion du monde et où je me suis donné et où j'ai peut-être mieux piloté que cette année-là. Et bon, après, il faut de la réussite en compétition. Vous le savez, il faut beaucoup de paramètres. Il faut avoir une moto très performante, il faut avoir tout, les meilleurs pneus. Mais bon, je pense que tout au long de ma carrière, le but, le résultat, on va dire, c'était qu'un moyen de vérifier qu'effectivement je progressais, qu'effectivement tout allait bien. Mais ma vraie quête, c'était toujours d'aller plus loin et toujours de repousser mes limites. En 1988, Christian décide de se lancer un défi comme toujours. Son titre de champion du monde ne lui suffit pas, il en veut d'autres. Dès lors, il se forge un plan de bataille. Il programme l'arrêt de sa carrière en 90. Il a donc 2 ans pour de nouveau s'imposer comme étant le meilleur. Dans ma tête, je m'étais dit, d'abord il faut te prouver que tu peux battre les pilotes américains. Je parle là des pilotes comme Spencer, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Wayne Gardner, il était australien, etc., etc. Donc il faut d'abord te montrer que tu peux battre ces pilotes-là. Et je me suis donc attaché à faire les tours les plus rapides autant que je pouvais. J'avais fait donc 5 pole positions consécutives. Alors à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, tu peux être aussi rapide qu'eux. Maintenant, il faut être aussi fiable qu'eux, c'est-à-dire il ne faut pas chuter plus qu'eux. Pour gagner un championnat du monde, il faut terminer toutes les courses. Et donc l'année d'après, je me suis dit, maintenant, il faut terminer toutes les courses. Et c'est ce que j'ai fait en terminant 3e du championnat en 89. Donc j'ai marqué à tous les grands prix. Je me suis dit, maintenant, tu as tout ce qu'il faut et tu mets tout ensemble, tu te jettes dans la bagarre à fond en réunissant tout. Et ça, c'était pour 90. Malheureusement, j'ai pas pu m'exprimer comme je l'ai voulu. Ça, c'est vrai que ça reste le regret de ma carrière. Curieux de tout ce qui possède un moteur, il a participé au Paris-Dakar, au Trophée Andros, à des courses de jet ski. Il suit néanmoins toujours de près ce qui se passe en vitesse, à commencer par le duel Biaggi-Doohan, qui a vu Doohan coiffer sa 5e couronne mondiale. On savait que Biaggi était de toute façon un pilote exceptionnel. Il l'a démontré en terminant second pour sa première année de la catégorie 500. Mais bon, il était cette année pas encore au niveau de Michael Doohan, qui lui survole les débats. 4 titres consécutifs dans cette catégorie. Bon, il a énormément d'expérience, il a plus de technique encore que Biaggi, et ça lui a permis de gérer facilement son championnat. Entre ses débuts en Grand Prix en 1976 et aujourd'hui, la sécurité s'est nettement améliorée. Fini les circuits naturels où les dégagements inexistants ont coûté la vie, entre autres, à son ami Patrick Ponce. Maintenant, tout est plus sûr. Les motos sont devenues très très fiables, il n'y a pratiquement
plus jamais de problèmes mécaniques. En général, c'est plutôt une erreur d'un mécanicien, mais là encore, les équipes sont très professionnelles, donc ça n'arrive pratiquement pas. Les motos sont très fiables et les circuits ont tous les dégagements voulus et nécessaires, si bien que lorsqu'il arrive un accident grave maintenant en moto, c'est vraiment un concours de circonstances malheureux. Mais en règle générale, un pilote qui chute aujourd'hui va se faire quelques bleus, mais normalement, il ne devrait pas se faire mal. Christian Saran a été un modèle pour son frère Dominique, il le reste pour de nombreux pilotes. Laconi, Jacques ou Bale n'ont plus qu'à suivre les traces de leur glorieux aîné. Et oui, les frères Saron, sacré paire de pilotes que personne n'a oublié, en tout cas ceux qui aiment la moto. Retour ici au paddock pour un dernier petit interview et avec une femme pour une fois dans ce milieu où on ne voit pour l'instant que des hommes avec nos sujets. Vous l'avez sans doute reconnu si vous avez suivi la Formule 1 au début des années 90. Il s'agit de la pilote italienne Giovanna Amati. Giovanna, bonsoir. Dites-nous un petit peu ce que vous devenez parce qu'en France, on vous a un petit peu perdu de vue dès que vous n'avez plus fait de Formule 1. Je cours avec les sports cars. Et sport prototype, le championnat ISRS. Et je fais le commentaire pour la TV italienne, Rai 1. Giovanna, à votre avis, pourquoi il y a si peu de femmes qui arrivent à percer au plus haut niveau dans les sports motorisés, la Formule 1 et puis évidemment le kart et d'autres disciplines, à votre avis? Bon, de toute façon, c'est un métier dangereux. Il faut beaucoup d'efforts physiques. C'est une culture à changer, il faudrait changer toute la culture, il faut beaucoup de temps pour ça. Dernière question, Giovanna, vous découvrez cette piste de Bercy à l'invitation de Philippe. Un petit mot sur cette compétition et puis sur ce public aussi. C'est fantastique, ce soir c'était un événement incroyable. Le problème c'est que moi je n'ai pas couru en karting, ce sont mes premières courses, donc j'ai du mal, j'ai beaucoup de problèmes. On espère que ça va bien se passer en tout cas. On vous remercie. Molto grazie. Voilà, Giovanna Amati qui, on l'espère, va pouvoir faire de bonnes courses. Nous, on va retrouver notre duo, Patrick et Eric. J'espère qu'ils sont bien en place et prêts à nous faire vivre une très belle deuxième partie de soirée. Il ne faudra pas oublier ce que nous a recommandé Giovanna Amati, à savoir qu'il faut changer la culture. Hein. La culture, on va changer la culture. Voilà. Ça vient. En kart, il y a de plus en plus de féminines qui réussissent. On pense à Lotta Albert qui a gagné des grands prix, à Isabelle Fleury, à Virginie Barandon. Ça vient doucement. Et Marie Hirt. Et vous voyez que la tension est en train de monter dans le Palais Omnisport de Paris-Bercy à l'approche de cette deuxième demi-soirée. On aurait souhaité, mais malheureusement on n'aura pas le temps, vous présenter un petit sujet sur l'actualité du sport automobile. Car vous savez que ce week-end, en dehors de ce Master Karting Indoor de Bercy, il y a un autre événement considérablement important dans le sport automobile, c'est le Rallye du Var. La dernière manche du championnat de France des rallyes qui se dispute en ce moment même. Et la dernière information que je peux vous donner, c'est que ce soir, après la deuxième étape, eh bien Philippe Wigalski est virtuel champion de France des rallyes puisqu'il compte 1 minute d'avance sur Simon Jean-Joseph. En tout cas, un championnat de France des rallyes qui nous aura tenu en haleine jusqu'au bout. On revient ici à Bercy et on va retrouver dans quelques instants, Patrick, ceux que vous aimez le mieux, les jeunes kartmen. Les jeunes kartmen avec une pole position française. Ça sera la première de la soirée en karting. C'est Ludovic Vev. On parlait de virtuel. Ludovic a été virtuel 4e du championnat du monde Formula. Il était déclassé pour une broutille. Et Ludovic Vev est un pilote très rapide. Il aura à ses côtés Massimiliano Orsini, la légende du karting. On est toujours dans le paddock. Hein. Là, on vous fait découvrir toujours un petit peu les entrailles de Bercy. C'est toujours intéressant de voir les mécaniciens travailler là-dessus. Alors justement, Patrick, je vous pose une petite question. Là, bon, on travaille sur l'homme. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter sur ces machines précisément? À quel niveau se situe le travail des mécaniciens? L'équilibre. L'équilibre au niveau du châssis entre l'avant et l'arrière, le grip. La température des pneumatiques. Si les pneumatiques chauffent trop, pas assez, alors là, il faut... Vous savez, un pneumatique, c'est Patrick Depailler disait il y a 20 ans qu'un châssis de Formule 1 était un accessoire du pneumatique. Et je crois qu'il avait tout compris il y a 20 ans. Et dans ces sports-là, il faut que les pneus marchent bien. Alors, on joue sur la température des pneus. Alors, pour les faire chauffer un peu plus, un peu moins, on joue sur la pression, sur l'équilibre du châssis, sur les largeurs de frein. Et une fois qu'on a fait un petit peu tout ça, après, on joue sur le moteur, c'est-à-dire... Mais bon, en version, on n'a pas le droit de toucher à la couronne, mais en compétition, on peut toucher au développement, à la couronne, au moteur, aux valves rotatives, au carburateur.
on joue sur tout un tas de paramètres en fait pour apporter équilibre, efficacité et puissance. Voilà, pendant ce temps, eh bien Jean-Louis Machu nous fait revivre par le ralenti et par l'image quelques-unes des plus belles séquences de cette première partie de soirée. On a vu Mick Doohan, on a vu Isabelle Fleury, malheureusement assez malchanceuse. On vient de voir Paul Belmondo. Et là, c'est des pilotes de kart, c'est Giuseppe Palmieri dans un passage assez spectaculaire. Voilà ce qui s'est passé pour si vous nous rejoignez seulement maintenant. Eh bien voilà en gros ce qui s'est passé durant cette première partie de la soirée. Vous voyez déjà émaillé de plusieurs accrochages. Eric, dans toutes les catégories. Stéphane, oui. Oui, comme ça tarde un petit peu à repartir, nous on a retrouvé dans ce paddock où il y a vraiment beaucoup de monde, Winston Fittipaldi, que l'on remercie d'être avec nous et avec qui on va devoir converser en italien parce que moi je parle pas très bien portugais, vous en doutez Eric. Winston, buonasera. Una parola su questa invitazione di Philippe Streff per la prima volta qui a Bercy. Sì, è la prima volta, però siamo abbastanza contenti di stare qua, è una festa bellissima e speriamo ritornare il prossimo anno. Oui, donc on lui a demandé dans quelles conditions Philippe l'avait invité, comment ça s'était passé. Bien, lui, il a dit qu'effectivement, il a été convoqué par Philippe Streff, que c'est la première année pour lui, qu'il espère déjà revenir, donc c'est bien. Una parola sulla famiglia, sul vostro figlio e il vostro fratello. Il fratello adesso non corre più e il figlio va molto bene e la settimana prossima comincia a testare la nuova macchina per il prossimo anno. Il reste sulla squadra Newman Haas. Oui, alors donc on lui a demandé des nouvelles de son fils Christian, de son frère. Alors son frère, c'est pas un scoop, hein, Eric, il ne court plus, Emerson, bien sûr, oui. Double champion du monde. Ça fait quelques temps maintenant. Et puis Christian, eh bien, il teste la nouvelle Neumann pour la nouvelle saison, donc c'est plutôt pas mal. Grazie mille et buona serata à Bercy. Grazie tanto, grazie, ciao. Voilà, merci à Winston Fittipaldi. Et on comprend mieux quand on vous entend parler italien pourquoi vous appelez Rinaldi, hein, Stéphane. Hein. Bravo en tout cas pour l'accent, bravo pour tout. Et effectivement, on rappelle que Christian Fittipaldi, le fils de Wilson, est pilote dans le championnat kart américain au sein de l'équipe Newman Haas Racing, managé entre autres et surtout par Mario Andretti, et au sein de laquelle il fait équipe avec le fils de Mario Andretti, en l'occurrence Michael Andretti. Voilà, nous sommes toujours dans cette salle où le spectacle tarde à reprendre. Il y a un peu des lenteurs. Oui, on trouve cette année, oui. Il va falloir m'activer tout ça, Patrick. Il va falloir réveiller tout ça. Alors Christian Fittipaldi, il fait partie de la génération de Michael Schumacher en karting. Il a fait la pole position à la Coupe des Champions 1985 à Parme devant Michael Schumacher. Et il a vu quelques problèmes ensuite. Et son papa, on s'en rappelle, venait sur les pistes. Ils sont venus en Europe faire du karting. Ils sont venus faire leur apprentissage ici. Et puis Christian a été champion intercontinental de Formule 3000 grâce à sa culture européenne. Alors écoutez, ce que je vous propose, Patrick, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est comme c'est vrai, on vous cache rien, c'est du direct, c'est le jeu du direct, de l'improvisation. C'est vrai qu'il y a des temps morts qui durent un petit peu plus longtemps que ce qu'on avait prévu ce soir à Bercy. Alors on avait sous le coude un sujet précisément sur le championnat de France des rallyes qu'on avait à cœur de vous montrer. On pensait ne pas avoir le temps de le faire, cela va être le cas. En fait, c'est un résumé de la première partie de la saison, ou du moins de l'ensemble de la saison, avant la dernière course, le rallye du Var, dont on vous a donné le résultat tout à l'heure. Donc on revient sur cet affrontement unique entre Simon Jean-Joseph au volant d'une Subaru et Philippe Bugalski au volant d'une Citroën.